Bonjour tout le monde, Chantal Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège d'administrateurs de société. 1er avril 2021, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous étaient là au 1er avril 2020, exactement jour pour jour, où on prenait notre premier rendez-vous ensemble. On était conscients, tout le monde, je pense, qu'on allait faire face à tout un marathon. On ne connaissait pas l'ampleur du marathon, mais on était déjà en posture pour travailler sur mettre en place ce qui allait être utile pour nous permettre d'être de bons administrateurs et administratrices dans la suite des choses. Le 1er avril l'année passée, je vous disais, c'est notre premier Zoom, soyez conciliants, on commence dans cette plateforme, dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'est notre 13e entretien en direct. Ça devrait bien aller. Toutefois, la technologie étant ce qu'elle est, on n'est jamais à l'abri d'enjeux, mais on est certainement nous-mêmes, comme organisation, meilleurs qu'on l'était il y a un an. Michel Clerc avait accepté l'année passée de nous parler très tôt pour faire part de ce que l'on pouvait déjà considérer comme nos enjeux. Je ne suis pas sûre qu'on savait que le marathon qu'on s'apprêtait à traverser allait nous imposer d'aussi grosses montagnes. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a 2 semaines, on n'était peut-être pas même en train de comprendre qu'on vivrait aujourd'hui une 3e vague qui neigeait à Québec aujourd'hui alors qu'on est en gouvernance printanière. Mais ceci étant dit, on pense qu'il est important de prendre une pause, une petite pause pour faire l'état des lieux et statuer sur les apprentissages qu'on a faits. C'est pour ça qu'on a demandé à M. Clerc qui a accepté avec plaisir à nouveau de se prêter à l'exercice de répondre à vos questions. Alors, sur ceci, M. Clerc, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Chantal. Bonjour, je vais bien. Oui. Je suis très stimulé à l'idée de contribuer encore une fois à cet échange-là. J'ai lu toutes les questions, j'ai préparé plein de notes et je vais essayer d'être discipliné pour répondre brièvement, si c'est possible. Merci. On a effectivement 45 minutes ensemble. D'entrée de jeu, je vous dirais, beaucoup de choses ont changé. On s'en parlait quand on a préparé cet entretien-là. Ça a changé à vitesse grand V. Je vous demanderais peut-être d'entrée de jeu de nous faire part de vos constats à ce chapitre, à la lumière de ce que vous avez observé et de ce que vous avez vécu pendant les 12 derniers mois. Alors, c'est sûr que c'est pas facile de répondre à ça brièvement, mais j'ai essayé de synthétiser mes idées autour de 4 grands apprentissages, si on veut. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on a appris? Les 4 têtes de chapitre que j'ai retenues, moi, c'est d'abord, on a appris l'expérience d'une crise mondiale, d'une grande crise et d'une crise dans toutes les organisations. Deuxièmement, je pense qu'on peut dire qu'on a découvert, entre guillemets, la visioconférence. On a découvert le Zoom. Troisièmement, et je vais revenir ventiler tout ça, on a redécouvert l'importance de la communication au sens là, général, mais aussi de l'interaction humaine. On a redécouvert ça. Et finalement, des choses qu'on savait, mais qu'on sait maintenant profondément je dois dire, dans la chair même des organisations et des administrateurs, on a appris l'importance d'être prêt à faire face à des crises majeures. Donc, ventilons un peu sur chacune. Quand je dis qu'on a maintenant ce qui a changé et qu'est-ce qu'on a appris, bien, on a appris l'expérience d'une crise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent, tous les administrateurs de société, sont aujourd'hui des meilleurs administrateurs qu'il y a un an passé. On a appris à vitesse grand V. En une année, on a appris des choses qu'on aurait peut-être mis 10 ans à apprendre. Donc, on a vécu un condensé des défis que représente la responsabilité d'être un conseil d'administration des administrateurs, j'allais dire beau temps, mauvais temps. On a découvert aussi qu'on pouvait avoir une confiance renforcée dans la résilience et la capacité d'adaptation des équipes de gestion et des équipes de direction, à quel point, cependant, la différence a pu être grande entre les équipes et les gouvernances, entre guillemets, qui fonctionnaient bien de ceux qui avaient déjà des difficultés. Autrement dit, une crise a pu aggraver l'autre. Une situation stable a pu permettre de mieux traverser la crise.
Finalement, on a découvert l'importance d'avoir le souci d'avoir des plans A, B, C, D pour faire face à diverses situations. Donc, je pense que l'expérience d'une crise, là, c'est quelque chose qui est un acquis pour tous les administrateurs. Deuxièmement, on a découvert la visioconférence. Il y a beaucoup de questions qui portaient là-dessus, on pourra y revenir. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que la visioconférence, là, c'est un instrument formidable qui nous a permis de faire face ensemble. Faire face ensemble au comité, dans les comités de direction, faire face ensemble entre les administrateurs au niveau du conseil et avec la direction. Imaginons un instant la même crise avec la même envergure, sans visioconférence, et j'aggrave encore plus si c'était sans conférence téléphonique, qui, elle, est une des victimes collatérales, je pense, de la crise, parce que je crois que les conférences téléphoniques vont passablement perdre en popularité. Donc, l'instrument formidable de la visioconférence, pour moi, est venu accroître la capacité de consultation, la capacité d'interaction, puis la capacité d'innovation au pluriel rapide, tant en gouvernance que dans les processus d'affaires. Donc, pour moi, là, c'est une découverte, c'est un pas en avant qui est très, très substantiel parce qu'il diminue aussi, si on l'utilise bien, la visioconférence est venue diminuer la symétrie d'information, faciliter la cohésion, la collaboration en temps réel par une communication beaucoup plus fluide. Donc, c'est venu changer ça pour moi, la pandémie, et ça va avoir des conséquences positives, durables, une fois qu'on aura tout décanté. Troisièmement, je disais, on a redécouvert l'importance de la communication. On a vu que pour faire face à la crise, là, la communication à l'intérieur des comités de direction, à l'intérieur des conseils d'administration, la communication entre la direction et le conseil d'administration, puis les administrateurs entre eux, était extrêmement importante dans des moments où il faut prendre rapidement des décisions, des orientations dans un univers où il y a beaucoup d'inconnus. Donc, je pense qu'on n'aurait pas pu réussir aussi bien sans une communication améliorée et intense pendant la crise, malgré les difficultés. On a redécouvert aussi la communication, l'importance de la communication humaine, de l'interaction humaine parce qu'on en a été privé. Alors, ça a pu être compensé, ce qu'on a vu dans plusieurs organisations, c'est ce qui a pu faire la différence, c'est la présence via Zoom, via des plateformes, des chefs de direction, des vice-présidents, des directeurs auprès de leur équipe, de façon à pallier un peu à toute cette communication informelle qu'on a quand on est au bureau, ensemble, comme collègues de travail. Ça a pu pallier à ça en partie. Et je pense que la communication pour rassurer, en quelque sorte, a pris tout son sens dans les organisations qui ont voulu le faire. Finalement, je disais l'importance d'être prêt, on a redécouvert l'importance d'être prêt à faire face à une crise. Moi, je pense que comme administrateur de société, là, il faut vivre maintenant, je le disais au tout début, on est tous des meilleurs administrateurs de société, selon moi, maintenant, mais on a appris qu'il faut être prêt dans l'avenir. Un administrateur comme moi, j'ai 70 ans, peut-être, espérons-le, encore 10 ans de vie active, c'est pas impossible que j'ai à faire face à une autre crise. Quand je regarde ma vie antérieure, 1998, le grand verglas, j'étais chez Hydro-Québec à l'époque, c'est vite passé 20 ans. Donc, moi, je dis aujourd'hui, là, un administrateur de société qui a moins de 60 ans là, doit certainement s'attendre à faire face au moins à une autre grande crise. Et si on a moins de 50 ans, moins ou dans la quarantaine, peut-être deux grandes crises majeures. Donc,
les plans B, les plans C, dans le tiroir, ils doivent être prêts pour faire face à de telles situations. Et les organisations doivent s'organiser pour en tirer les leçons pour l'avenir. Alors voilà, c'est un peu long, mais voilà ce que je voulais summariser, si on veut, là, comme grands éléments qui ont changé avec la pandémie, puis les leçons, les grandes choses qu'on a apprises. Merci. Je m'excuse, j'ai comme une image, Stéphane, qui est arrivée dans mon écran sur une question de micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est passé. Merci, M. Clerc. Ce sont des constats percutants et vraiment porteurs de se dire effectivement 12 mois, c'est 10 ans d'expérience acquise. Sincèrement, c'est vrai, avec du recul. Et dites-moi, il y avait une question justement de Mme Manon Terrien sur la plus grande leçon qu'on devrait retenir de cette pandémie-là. Là, vous avez fait le tour, mais est-ce que vous diriez que c'est justement d'être certain qu'on va en vivre une autre et de se doter aujourd'hui d'une posture qui nous permettra d'y faire face? Oui, ben moi, je me dis exactement dans le même sens, Chantal. C'est on a appris qu'on était capable de s'adapter, mais que si on s'était préparé, on a abordé les choses d'une manière plus confiante et avec des meilleures chances de succès de passer au travers. Donc, moi, je disais, la plus grande leçon, c'est que les organisations sont capables de passer au travers de grandes difficultés. La gouvernance peut et doit s'adapter aux circonstances et on est capable de le faire. Et on doit avoir en période de crise un préjugé favorable à l'action, favorable à la confiance dans les équipes de direction, les cellules de crise. Et les nouvelles technologies vont nous permettre d'être mieux préparés dans l'avenir. Donc, moi, je dirais, là, les plus grandes leçons, au fond, c'est une grande leçon de confiance en la capacité humaine de s'adapter et en la capacité humaine de planifier des réponses, même à l'imprévisible. Très bien. Donc, il y a une autre question de Léonard Aucoin. Quel est le rôle d'un CA lorsqu'un événement imprévisible survient rapidement sur lequel on n'a pas ou peu de connaissances, où les connaissances se construisent essais-erreurs et où les décisions ont des conséquences d'une telle importance que l'incertitude et l'ampleur des risques nous obligent à choisir les actions qui ont le moins d'impact négatif? Alors, mon ami Léonard Aucoin a toujours des questions difficiles. Alors, écoutez, il n'y a pas de réponse simple à ça. Moi, ce que je me suis pris comme note en réponse à la question de Léonard, c'est de dire, au fond, devant l'imprévisible, et c'est sûr qu'on va toujours essayer de faire les choix qui sont les moins négatifs qui ont le moins d'impact négatif, à défaut de pouvoir maximiser les impacts positifs. Maintenant, comment arriver là? Puis quel est notre rôle comme administrateur, comme président de conseil? Bien, je pense que c'est d'abord de miser sur la diversité des expériences. On dit souvent que c'est une force pour les conseils d'administration d'être diversifiés. Donc, si on doit prendre des décisions où on n'a pas de paramètres certains sur lesquels se baser, moi, je me dis nos valeurs, c'est très important de baser sur nos valeurs, mais deuxièmement, s'appuyer sur la diversité des expériences, la diversité des expertises autour de la table pour valider en quelque sorte la direction qui est proposée par le management, par la haute direction. Et là, il y a trois grandes situations par rapport à moi, mon expérience comme, je dis moi, pour quelqu'un comme administrateur, comme posture. Soit je me sens en confiance parce que le cheminement critique, le cheminement décisionnel du décideur opérationnel me semble tout à fait valable, ou
il semble recueillir l'appui de la majorité des opinions autour de la table à défaut, et je dis bien des opinions, à défaut d'être capable d'avoir des quasi-certitudes. Et la confiance dans le décideur va reposer sur la relation de confiance de long terme aussi. Donc, c'est sûr que dans l'urgence, on va prendre des décisions qui, au moins, protègent l'avenir immédiat. Mais moi, le principal socle sur lequel on peut s'appuyer, je pense que dans l'inconnu, c'est la diversité des expériences qui convergent pour appuyer une solution proposée par la direction. Et voyez-vous, il y a une question qui peut s'inscrire dans cette dynamique-là au niveau de revoir leurs priorités, les missions, la mission de l'organisation, les valeurs pour être capable de prendre des décisions. Est-ce que vous pensez que les conseils vont devoir passer encore plus de temps dans la stratégie du conseil? Est-ce que là, il y a une question, François Laroche d'ailleurs ramène une question précise, sa question là-dessus, justement, sur les réflexes des administrateurs à penser de manière plus stratégique. Comment on va voir cette transformation-là? Bien, moi, je pense que encore et toujours, les administrateurs sont là. Il faut se rappeler, on a deux grandes responsabilités. Une première, la responsabilité de la gouvernance de conformité, puis la deuxième, de création de valeur. Cette responsabilité-là, en termes de création de valeur, à un moment où, je dirais, il y a beaucoup de paramètres qui bougent, c'est sûr que notre rapport comme administrateur va être beaucoup basé sur notre expérience, sur notre capacité à, comment je dirais, donc, à construire un avenir basé sur une analyse stratégique solide. Et la diversité des opinions va être importante. Alors ça, c'est certain que pour moi, la contribution qui va être attendue des administrateurs dans les prochains mois, années, va beaucoup porter sur l'analyse stratégique du contexte propre à chacune des organisations. Maintenant, moi, je me dis, il y a du travail à faire là, après la crise pour savoir là, comment, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la gestion de risque, sur le plan de la gestion des ressources humaines, il y a du travail pour les trois comités du Conseil, là, puis j'y reviendrai parce que je pense qu'il y a des questions qui portaient là-dessus et qui sont des dimensions stratégiques de la gestion des ressources humaines, de la gestion de la gouvernance et de la gestion des risques pour l'avenir. Il y a des leçons là, qu'il faut qu'ils soient, comment je dirais, donc partagées et qui nous aident à nous orienter définitivement pour l'avenir et non pas juste de dire « Ah, j'ai eu telle expérience et puis ça va me servir plus tard ». Ça met sans doute aussi beaucoup en lumière l'aspect communication dont vous avez fait part au début par rapport à cette importance à la communication humaine, à la relation du conseil d'administration et de la direction générale qui s'est dans plusieurs organisations rapprochée de façon importante et qui sera certainement un élément important et qui devra continuer de perdurer là, cette proximité dans la dynamique entre la direction et le conseil d'administration, cette compréhension mutuelle-là là, et cette communication qui va demeurer, oui, on espère, présente. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont eu des expériences, qui semblent en tout cas avoir eu des expériences d'éloignement comme administrateur à cause de la visioconférence, de l'utilisation des moyens comme celui qu'on utilise présentement. Mais moi, honnêtement, ce n'est pas l'expérience que j'ai eue dans les conseils où je suis. Pas du tout, exactement dans le sens que vous dites. Et ça, c'est précieux. On a atteint un niveau, comment je dirais, donc, on a déployé avec la visioconférence une nouvelle façon de diminuer l'asymétrie d'information et d'être plus près entre le conseil d'administration et la haute direction. Mais aussi dans plusieurs organisations où les cadres supérieurs et le plus haut dirigeant a débuté de la communication directe avec les salariés, avec les employés. Ça, selon moi, c'est un élément là, très positif
qui peut faire partie dorénavant de politiques de communication interne qui va non pas remplacer, mais qui va trouver sa place en termes d'outils pour maintenir la cohésion des équipes, que ce soit le tandem conseil d'administration, haute direction, ou que ce soit à l'intérieur des équipes opérationnelles. Oui, puis la qualité de l'information en tant qu'administrateur, c'est le nerf de la guerre pour être en mesure de prendre de bonnes décisions. Alors, c'est sûr que l'arrivée des technologies, la simplification, probablement va nous aider à mieux faire le travail aussi dans l'avenir, à permettre qu'on ait l'information juste. On a une question, M. Clark, de Guy Lavallée, justement, au niveau des cadres juridiques et normatifs auxquels vous avez fait brièvement référence tout à l'heure. Donc, M. Lavallée nous dit le passage en mode virtuel massif vécu de façon brusque en 2020 aurait été certain possible sur le plan technologique il y a à peine 10 ans. Cadre juridique et normatif, on parle de gouvernance, droit du travail, santé, sécurité, etc. Et par contre, lui, très lent à changer. Voyons-nous des changements majeurs, significatifs à apporter à ce cadre? Et si oui, comment on devrait prioriser et travailler cet aspect comme administrateur? Alors, j'ai bien aimé la question de Guy Lavallée parce que, effectivement, les cadres normatifs, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan de la santé, sécurité du travail ou que ce soit sur le plan de la gouvernance, de la gestion de risque, ces cadres normatifs-là vont être appelés à évoluer, j'en suis certain. Maintenant, on peut adopter deux grandes attitudes dépendant des organisations. On peut adopter l'attitude comme on dit en anglais, du wait and see. On va attendre comment les lois vont évoluer sur la santé et sécurité du travail, le code du travail, la conciliation travail-famille. On peut adopter une attitude attentiste. Moi, c'est pas du tout ce que je préconise. Je me disais en réfléchissant à la question très, très pertinente de Guy Lavallée, au fond, là, il y a du travail, il y a trois questions qui devraient être adressées à trois comités du Conseil. Parce que le cadre normatif là, qu'il faut ajuster, selon moi, ce n'est pas dans une attitude attentiste qu'on va trouver la réponse, c'est plus dans une attitude proactive de chacun des conseils d'administration. Donc, moi, je me dis trois questions à adresser à trois comités du Conseil. Au comité de gouvernance, alors moi, je me dis par rapport au comportement. On avait une question de Sylvain Langis sur des comportements éthiques, plusieurs questions sur des gens qui disent qu'ils ne veulent pas accepter de travailler en Zoom comme administrateur ou encore des comportements qui peuvent être qu'on ne se permettrait pas en présence personnelle. Alors, c'est sûr qu'il y a une question là, que j'adresserai au comité de gouvernance. Quelles sont les adaptations qu'on devrait apporter à notre cadre de gouvernance pour introduire la visioconférence avec des normes de conduite, si on veut, et une utilisation, un cadre normatif qui réponde à nos besoins. Alors, c'est une question, là, tous les sujets qui ont trait à ça sont des sujets qui méritent l'attention et qui méritent de faire l'objet, comment je dirais, d'un encadrement normatif qui viendrait du comité de gouvernance et qui soit adapté à la réalité de chacun des conseils. Le cadre normatif pour les ressources humaines, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser le télétravail s'auto-réglementer en disant simplement, bon, on est une bonne organisation généreuse, on va permettre le télétravail sur une base volontaire sans le normer. Là encore, je pense que dans l'intérêt des travailleurs, des salariés, dans l'intérêt des cadres aussi qui supervisent ces personnes et dans l'intérêt de l'organisation de son bon fonctionnement au complet, je crois qu'on doit adresser au niveau du comité ressources humaines la question de comment adapter les politiques
ressources humaines de manière positive à l'époque, à la période post-COVID, mais sur la base de l'expérience acquise, là. Alors, je pense que le cadre normatif, il doit se définir là. Même chose concernant toute la question de la gestion de risque. On sort d'une expérience là, extrêmement riche dans toutes les organisations sur comment on a fait face à la crise. Alors, moi, je pense qu'au niveau du comité de gestion de risque, on doit adresser la question de quel ajustement doit-on faire à notre plan de gestion de risque, de gestion de crise, pardon, à notre plan de continuité des affaires. Et peut-être, je ne sais pas trop comment on le nommerait, mais dans le fond, comment avoir un plan de stratégie de survivance advenant là, une destruction de nos lignes d'approvisionnement, advenant des changements drastiques dans le marché, dans la façon d'opérer. Je pense qu'il y a du travail pour les 3 comités, gouvernance pour le cadre normatif sur le plan de la façon dont on va introduire l'outil de la visioconférence dans nos modes de fonctionnement, les normes éthiques et de savoir-être qu'on va promouvoir ou imposer. Même chose pour le comité des ressources humaines. Quelles sont les bonnes pratiques qu'on va vouloir implanter? Et finalement, comme je le mentionnais, en termes de gestion de risque au sens général pour faire face à des crises, je pense que les 3 comités du Conseil ont du travail pour la prochaine année pour définir les normes, le cadre normatif nouveau qui va émerger. Et les lois vont avoir tendance souvent à venir consacrer, si vous voulez, des choses des pratiques, des bonnes pratiques qui se sont établies dans la réalité. Oui, puis je fais référence à ce que vous m'avez dit quand on discutait de ça, notamment, je pense que c'est M. Lemaire de Cascade, un jour dans une conférence, vous me disiez où on lui demandait par rapport aux règles du droit du travail, puis il disait, oui, j'ai lu le Code du travail, je connais toutes les règles, mais nous, on fait mieux. Ouais, on travaille à faire mieux. Moi, oui, je mentionnais ça. Effectivement, je me souvenais d'une conférence de M. Bernard Lemaire, étant d'origine drummondvilloise comme moi, alors qui, dans les débuts de Cascade, s'était fait poser des questions sur des amendements qui étaient prévus au Code du travail et qui avait dit oui, j'ai tout lu ça, mais nous, c'est un document de référence. Notre objectif, c'est d'avoir, il n'avait pas employé ces mots-là, mais c'est d'avoir un cadre normatif qui est de beaucoup supérieur à juste les normes de base. Donc, moi, je crois beaucoup en ça. Je crois, écoutez, grâce au collège et à d'autres, on a plus d'administrateurs de sociétés formés aujourd'hui qu'on n'en a jamais eu dans l'histoire du Québec. Hein? Juste le collège a formé près de 1500 administrateurs de sociétés. Alors, on a un bagage intellectuel, expérientiel qui peut être mis à contribution dans les organisations pour justement venir tirer l'expérience, tirer tout le jus, tout ce qu'il y a de bon, malgré les difficultés dans cette crise-là, pour définir des cadres normatifs en termes de gouvernance, de ressources humaines, de gestion de risque, qui vont renforcer encore davantage la solidité de nos entreprises et améliorer la pérennité de nos organisations. Puis, j'allais dire, le plaisir de vivre dans des organisations. Oui. On avait plusieurs questions, effectivement, sur toute la notion de conseil d'administration à distance. Vous avez couvert certaines choses pour qui répondent déjà à ces questions-là. J'ai envie de vous dire, vous pourrez vérifier sur le site du collège. Charles Baron a notamment écrit un texte sur l'impact des réunions de conseil d'administration à distance avec certaines mesures pour essayer de mettre en place des pistes d'amélioration. Et on a aussi, en collaboration avec le Director College, récemment fait un sondage pour être capable de mesurer votre perception des réunions à distance. Les résultats vont sortir dans les prochaines semaines, mais on a déjà, le Director College a déjà diffusé un résultat préliminaire où on voit d'ailleurs que bon, la présence au conseil augmente, la fréquence des conseils augmente. Par contre, on voit que l'engagement
et l'efficacité, elle, diminuerait légèrement. Donc, ça, c'est les résultats préliminaires. Donc, un conseil d'administration à distance, on verrait que tantôt vous y référiez, là, c'est plus facile d'être distrait par certaines choses. Bon, il y a peut-être un peu plus de travail à faire pour garder l'efficacité, pour travailler sur des cadres normatifs qui vont nous aider à être aussi efficaces à distance. Donc, à votre avis, une fois qu'on sera rendu au fil d'arrivée de cette crise-là, est-ce que les conseils d'administration virtuels vont demeurer, être transformés? Comment vous voyez ça? Alors, d'abord, un petit commentaire sur le travail que Charles Baron a effectué. Effectivement, c'est une très, très bonne référence. Je vous incite les participants à aller lire le document de Charles, qui a été basé en partie sur l'expérience des simulations auxquelles je participe, là, pour ceux qui connaissent le module 5. Alors, et là, j'ai perdu votre question. En fait, c'était la question de savoir comment on transforme les conseils une fois que ce sera terminé? Est-ce qu'on garde les conseils entièrement à distance? Oui, exact. Quelle formule? Donc, moi, j'ai très confiance que tous et chacun d'entre nous, on va mieux apprivoiser au fil des ans cet outil de la visioconférence. Et si on regarde de façon positive ce que ça a permis, moi, je pense que les conseils en visioconférence vont demeurer un outil, si on veut, pour bien fonctionner en termes de conseils d'administration, dépendant dépendant de la réalité de chacun des conseils d'administration. Peut-être qu'il y aura un partage de dire 2 réunions par année qui se tiennent en visioconférence, ou on décidera que les conseils spéciaux sont plus fréquents sur des décisions ponctuelles parce qu'on peut plus facilement regrouper tous les administrateurs pour prendre une décision. Encore une fois, pour moi, c'est sûr que c'est là pour demeurer. Hein, c'est là pour demeurer, mais c'est à chaque conseil de définir son cadre normatif. Et j'ai cru voir dans les questions qu'il y avait des administrateurs qui faisaient face à des situations où d'autres administrateurs disent qu'ils vont refuser de participer à des réunions post-COVID qui seraient tenues par visioconférence. Ben, moi, j'ai un peu envie de vous dire, vous connaissez l'histoire du vice-président finance qu'on raconte à la fin du 19e siècle, qui avait rencontré Graham Bell et qui, aux États-Unis, c'était la compagnie American Telegraph. Et le vice-président en question prend conscience de tout le potentiel de la technologie du téléphone et décide d'en faire part à son conseil d'administration, mais avec 2 nouvelles. Hein. La première, c'était de dire, écoutez, c'est une formidable invention et nous devrions nous porter acquéreur de la technologie pour la déployer. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que 80% de nos actifs vont devoir être radiés parce qu'ils ne seront plus utiles. Alors, il a été congédié par son conseil parce qu'on avait retenu que la mauvaise nouvelle, mais pourtant le téléphone s'est imposé. Alors, je dis ça un peu à la blague parce que moi, je suis convaincu qu'on n'arrête pas le progrès. Et il va y avoir une période d'adaptation. Là, c'est sûr qu'on a découvert, on connaissait déjà, là, mais on a vraiment découvert au niveau de la gouvernance la visioconférence dans une période extrêmement stressante. Et certains n'ont pas apprécié d'avoir à apprendre rapidement cet outil-là. Puis on n'a pas encore, là, sur le savoir-être, personne, comment je dirais, n'a fini d'intégrer pleinement cette technologie-là dans nos propres vies. Hein. Alors, parce qu'on doit se donner nous-mêmes des règles de conduite quand on travaille en conseil d'administration pour que ce soit le plus agréable et le plus efficace possible. Mais moi, je suis d'avis que les conseils d'administration en visioconférence vont demeurer là, un outil
au service de la bonne gouvernance et non pas une alternative, comment j'allais dire, qui va affaiblir les conseils d'administration. Mais encore une fois, ça prend une politique au niveau du comité de gouvernance qui va être adoptée par le conseil d'administration. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il y a plusieurs questions liées à ça, considérant que ça restera certainement en partie, selon comment on va l'encadrer dans chacune de nos organisations. Il y a 2 questions intéressantes en lien avec ça, quant à savoir, que pensez-vous de la question des enregistrements des conseils d'administration? Parce que c'est une question qui revient même au collège présentement par rapport à nos cours. Et que pensez-vous à ce moment-là aussi, tout l'aspect confidentialité qui prend une autre dimension avec l'utilisation des technologies? Ouf, c'est pas une question facile, hein? Oui. Je sais qu'il y avait déjà des secrétaires de conseil qui enregistraient les débats aux fins de la préparation du procès-verbal. Mais à ce moment-là, il y a un enregistrement et c'est à des fins uniquement de préparation du compte-rendu. Et j'ai toujours cru comprendre que ces enregistrements-là étaient détruits au fur et à mesure de l'adoption des procès-verbaux. Maintenant, c'est sûr que si tout un chacun peut commencer à enregistrer, tout autant ça peut être complètement inoffensif, tout autant ça peut empoisonner complètement l'atmosphère parce que il y a des conseils d'administration. Si au conseil d'administration, ça va très, très bien, tout se passe bien, puis qu'on a une secrétaire ou un secrétaire du conseil qui prend les notes et qui établit les comptes rendus, je ne vois pas très bien pourquoi la nécessité d'enregistrer. La tentation d'enregistrer va souvent avoir lieu quand il y a de la méfiance ou qu'il y a des tensions à l'intérieur du conseil. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour de cette question-là, mais a priori, je serais plutôt en désaccord avec l'enregistrement des réunions du conseil d'administration. Ça risque de tuer la spontanéité et comment je dirais, donc, de donner des occasions de confrontation sur des éléments secondaires par rapport à notre rôle principal. Tout ce qui peut contribuer à bâtir la transparence, l'authenticité, la confiance mutuelle dans les conseils d'administration doit être encouragée. Si l'enregistrement ne contribue pas à aucun des 3, j'ai de la difficulté à voir pourquoi on enregistrerait systématiquement les conseils d'administration. En fait, c'est une question justement qui peut faire un lien avec ce que M. Lavallée posait quant au cadre, parce que c'est vraiment une question qui va revenir à savoir comment on traite ça. Puis éthiquement, il y a beaucoup d'enjeux. Alors, il y aura une nécessité rapide pour prendre une décision dans ces orientations-là, parce que c'est pas nécessairement parce que ça va mal. Hein. La question était posée notamment par Véronique Tremblay, un administrateur qui n'est pas là, puis il préfère écouter que de lire le PV. Tu sais, ça peut être d'autres choses, c'est que la technologie le permet. À ce moment-là, indirectement, si c'est pour répondre aux besoins d'un administrateur absent, ben, c'est comme les administrateurs qui veulent se faire remplacer au conseil. Je veux dire, on a un devoir de présence, notre devoir de fiduciaire et d'être pleinement engagé personnellement. Ça ne doit pas servir d'outil pour nous désengager. Mais encore une fois, ce que ça prouve, ce que ça démontre, la discussion que nous avons, c'est la nécessité pour les comités de gouvernance de déterminer un cadre normatif pour les réunions du conseil qui se tiennent par visioconférence. Et ça n'est pas impossible, encore une fois, que le cadre normatif varie selon l'expérience des différents conseils. Et au fil des années, il va certainement se développer des bonnes pratiques et on va découvrir, bon, moi, je prétends que, par exemple, je prétends
à ce moment-ci que si c'est pour répondre aux besoins d'administrateurs qui sont absents, ce n'est pas une bonne idée parce que c'est l'équivalent de dire ben, je vais envoyer mon adjoint me remplacer au conseil, il va prendre des notes et il va me rapporter ce qui se passe. Pas ça. C'est une nomination personnelle, c'est un engagement personnel comme administrateur qu'on prend et notre devoir, c'est d'être présent. Oui, certainement. Monsieur Clair, je vois déjà qu'il est 12h11. On a encore beaucoup de questions. Je vais vous en poser possiblement une dernière qui nous a été transmise par Nathalie Parent sur les principaux risques que doivent anticiper les OBNL, surtout à la sortie de la pandémie. Je sais que vous avez aussi fait une réflexion sur cette question. Oui, alors, pour les OBNL, je retrouve mes notes. Alors, c'est une question difficile, hein, parce que c'est une question difficile. D'une part, il y a des OBNL pour lesquels il y a peu de différence dans les défis qu'ils vont affronter avec les organisations à but lucratif. Il y a des OBNL de toute taille, de différents secteurs d'activité. Maintenant, moi, ma prudence m'indiquerait, si je suis administrateur d'une association bien connue, mais la première réflexion, c'est au sortir de la crise, si je suis un OBNL qui compte sur un financement public, j'entends qu'il vient d'une municipalité, d'un gouvernement ou d'un financement public, à court terme, j'ai confiance dans la générosité des gouvernants parce que beaucoup d'OBNL ont joué un rôle important dans la traversée de cette crise-là et vont continuer à le faire. Maintenant, je craindrais le ressac sur le financement provenant du secteur public dans 2-3 ans. Donc, j'aurais une prudence à cet égard-là. Deuxièmement, je pense que le recrutement des bénévoles va devoir, comment je dirais, commencer très rapidement. Il va y avoir une reconstruction, selon moi, du bénévolat qui va être à faire parce que beaucoup d'organisations à but non lucratif qui comptent sur des bénévoles, 2 ans dans la vie, là, et surtout 2 ans ou presque, quand on va être vraiment sorti de la crise, c'est très long dans la vie des personnes. Donc, ça prend un plan pour reconstruire le recrutement de bénévoles et comment utiliser justement les outils de visioconférence pour mobiliser les bénévoles. Je crois, moi, que ça va être un enjeu, là, un enjeu de recruter des bénévoles parce qu'on va repartir dans beaucoup de cas presque à zéro. Hein. Moi, je regarde, j'ai été longtemps, comme vous le savez, président du conseil de Groupe Champlain, un exploitant de 1600 lits de soins de longue durée. Écoutez, il y avait des centaines, voire quasiment des milliers de bénévoles dans nos établissements. La pandémie, je suis certain que ça va avoir diminué ce nombre-là. Donc, il va y avoir des stratégies à développer et je crois que l'utilisation de la visioconférence pour la mobilisation va être importante. Dernier élément, les OBNL comptent très souvent sur des événements différents, sociaux ou des activités de financement diverses. Je pense qu'il va y avoir, après la pandémie, il va y avoir une telle sollicitation des personnes humaines, de la société, pour participer à des activités, j'allais dire, de fraternisation, des activités, juste aller au restaurant avec nos amis, se retrouver. Tout ça va prendre beaucoup de place. Donc, c'est sûr que je me préparerai là, soigneusement au niveau des événements sociaux à me tailler une place de choix, si on veut, pour repartir la machine, comme on dit, au niveau là,
du financement social et du rayonnement de l'organisation. Donc, encore là, je pense que le comité chargé là, du financement de l'OBNL devrait se mettre au travail rapidement pour déterminer quelles vont être les stratégies tant de recrutement de bénévoles que de sollicitations financières pour les prochaines années. Certainement, merci. Il y a probablement aussi tout l'aspect de la réflexion à la raison d'être de l'OBNL qui va devoir être en trame de fond pour la suite des choses. Tout à fait. Aussi. Monsieur Clerc, il est déjà 12h16. Je vous remercie. On a encore des questions, beaucoup de questions qui tournent quand même, des préoccupations. On sent que vous avez beaucoup de préoccupations au niveau de la façon dont on va se gouverner à l'intérieur des CA à distance. C'est encore quelque chose avec lequel on est tous en apprentissage. Moi, je retiens beaucoup de ce que vous venez de dire, l'ouverture. En fait, les apprentissages aujourd'hui font en sorte que l'administrateur et l'administratrice a gagné en ouverture et en confiance, ultimement par la prise d'expérience plus rapide, mais aussi par l'exposition rapide à un paquet d'apprentissages différents, force une ouverture importante chez nous comme administrateurs, administratrices. Puis ça fera certainement l'objet de la suite. Si on y pense bien, on est tous des meilleurs administrateurs maintenant qu'avant la crise. Alors, c'est à nous de mettre en valeur, d'actualiser le potentiel de l'expérience acquise. Salutations à tous. Merci, M. Clerc. C'est rassurant. Je trouve que c'est rassurant pour tous. Puis je vous donnerai rendez-vous là-dessus justement le 13 avril prochain. On va échanger avec Isabelle Lard justement pour apprendre à allumer l'intelligence collective dans le cadre notamment de nos rencontres à distance, les clés pour initier des conversations névralgiques et déterminantes. Comment faire pour se préparer face à la résistance tout en suscitant l'adhésion, vraiment dans le concret avec Isabelle pour nous aider à développer les bonnes aptitudes pour continuer à faire notre travail. Il faut certainement penser qu'on va être à distance encore pour un moment. Donc, merci à tous. Soyez prudents. Je vous souhaite un très beau congé de Pâques aussi. Merci, M. Clerc.